Bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission Realize Note, donc le numéro de septembre. Donc j'espère que les vacances se sont bien déroulées, que la rentrée se passe bien. Et cette rentrée sous le signe de programmer, comme vous pouvez le voir. Et pour cette nouvelle émission, donc en vidéo et en podcast, on va accueillir Arnaud Lemaire de la société F5. Bonjour à toi. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà. Donc, alors, c'est vrai qu'à programmer, on parle un petit peu de F5, mais je pense que les devs connaissent plutôt F5, alors pas pour F5 proprement dit, mais plutôt pour un autre outil. Et tu vas nous dire tout de suite de quel outil il s'agit. Absolument. Alors, si F5 est une société qui a été fondée en 1996 et qui travaille dans le réseau et la sécurité, dans le monde du développement, on va dire qu'on est en quelque sorte tout jeune, puisqu'on y est entré par alliance en faisant l'acquisition d'une technologie qui s'appelle Nginx. D'accord ? Ouais. Alors, et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que, alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est la contraction de plusieurs mots? Pas du tout. Alors, j'ai pas les dessous de l'affaire pour Nginx et ce barbarisme imprononçable pour la plupart d'entre nous. C'est principalement la contraction du mot engine plutôt en anglais, donc un moteur X. Donc l'idée, c'était effectivement de fournir une solution techno révolutionnaire, on va dire, à l'époque. Donc Igor Sysoev, qui était le fondateur et le principal auteur de cette solution, a trouvé ce nom, qui peut être un peu compliqué à prononcer, un peu barbare des fois. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu les atouts, en tout cas le spectre fonctionnel d'Nginx, en fait, parfois on a du mal un petit peu à cerner qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est un petit peu multiforme. C'est vrai qu'il fait du proxy, même un système de caching aussi un petit peu de temps en temps. Et puis, pour ceux qui sont plus côté infra et côté serveur, on le connaît aussi un petit peu et surtout pour le serveur web. Parce qu'Nginx aujourd'hui, si vous ne le savez pas encore, c'est quand même le principal serveur web devant le serveur Apache quand même, il faut le préciser. Alors ça dépend des stades que l'on a. Une fois c'est Apache, une fois c'est toi, une fois c'est Apache. Voilà, bon, j'oublie tous les autres parce que bon, ils sont presque un petit peu inexistants. Mais c'est vrai que comment effectivement aujourd'hui, en quelques mots, on peut définir Nginx et les usages que l'on va en faire? Alors, si tu veux bien, François, on va faire un petit peu d'archéologie, et je crois que c'est un sujet que tu connais aussi un petit peu, pour faire un petit peu d'historique d'Nginx. Donc, comme je disais, il a été fondé en 2004. L'objectif à la base d'Nginx, vu par Igor, c'était d'outrepasser une limitation assez connue à l'époque sur les serveurs web, qui était une limitation de 10 000 connexions concurrentes sur un seul serveur, notamment une limitation d'Apache à l'époque. Donc, il a travaillé énormément pour ça, pour fournir une techno qui soit très performante et qui consomme un minimum de ressources pour atteindre cet objectif. Donc les premières releases, c'était fournir ce web server reverse proxy qui atteigne ces objectifs de performance principalement. Alors après, ensuite, la solution s'est beaucoup étoffée depuis 2004. Donc l'acquisition d'Nginx Incorporated, elle a eu lieu en 2019, il y a 3 ans environ, puisque j'aimerais déjà aussi le rappeler, parce qu'on est surprogrammé. Nginx, le produit open source, n'a jamais été remis en question. Donc F5, à travers sa business unit Nginx, continue à faire vivre la solution Nginx et assure sa pérennité dans le temps. Donc ça, c'est déjà un point important. Alors après, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec du Nginx? Alors, avant l'acquisition d'Nginx, on l'utilisait principalement pour faire effectivement du web server. Comme tu le disais, on est très représenté sur Internet en termes on va dire, part de marché en quelque sorte, même si c'est une solution open source. Moi, je regarde souvent les surveys du W3 Tech et ils disent qu'environ à peu près 34% des serveurs web sur Internet utilisent Nginx, Apache étant maintenant environ un peu moins. Bon, ça varie parce que Internet est très dynamique. Mais si on se focalise par exemple sur les plus gros sites, par exemple le top 1000 des sites web sur Internet qui reçoit le plus de trafic, on dépasse largement, on passe à des taux comme 47%, proche de 50%. Donc il y a une réelle adoption. Et la principale explication que je citais, c'est le rapport performance-consommation, sur lequel il y a eu un réel travail et une réelle innovation ici. Maintenant, Nginx s'est développé, donc
pour citer un petit peu ces cas d'usage, en dehors du web server, du reverse proxy, qui est vraiment le cas d'usage numéro un, on fait du load balancing, on fait du cache de contenu, hein, donc par exemple sur du Netflix, on va utiliser du Nginx pour cacher du contenu. On fait de la gestion de streaming média associé, on fait de l'API Gateway, de l'Ingress Controller pour les environnements un peu plus modernes, dans les environnements Kubernetes. On fait du Web Application Firewall, donc la protection effective de ces applications à travers cette technologie-là. D'accord. Alors, moi, ce qui m'étonne, non, parce que ce n'est pas étonnant, mais avec la déferlante du cloud, on pourrait presque croire que le serveur web n'a plus beaucoup d'utilité. Mais en fait, c'est faux, en fait. Je pense qu'on a... En fait, la déferlante du cloud, elle est pas présente partout. Donc, nous, on a F5, on a une activité commerciale en France, donc on côtoie des entreprises de toute taille, de toute nature, de tout secteur confondu. Et c'est à peu près pareil dans le monde entier. Il y a deux enjeux. Il y a l'idée, l'on-premise, ce qu'on appelle l'on-premise, le data center, il va rester pour un bon bout de temps. Il va rester parce qu'il y a certaines entreprises qui ont des contraintes, légales, par exemple, de conformité, qui ont besoin de rester quelque part physiquement dans un environnement maîtrisé. Le cloud aussi, c'est pas gratuit. On fait du leasing dans le cloud. On loue une infrastructure pour poser ses composants, ses serveurs web, ses services, et ça a un coût dans le temps, qui n'est pas forcément négligeable par rapport à d'autres solutions alternatives ou d'autres solutions existantes d'hébergement. Et le troisième point, et ça c'est un sujet qu'on pourra développer sur la techno Nginx, c'est qu'aujourd'hui on a une pénurie de cerveaux en Europe et dans le monde entier sur tout ce qui est IT. On le sait, les équipes sécu, les équipes de développeurs sont à flux tendu, c'est-à-dire qu'on manque de main-d'œuvre pour réaliser tous les projets, tous les objectifs de tout à chacun et des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Un des points intéressants avec Nginx et ces technologies aussi bien de service delivery, donc toutes les fonctionnalités à côté de l'application et des web serveurs, c'est qu'on va être capable, avec un composant, d'avoir un certain nombre d'éléments fonctionnels au sein d'une solution unique. Cette solution unique, elle peut être on-prem, elle peut être dans le cloud, et comme je le disais, cette pénurie aujourd'hui de ressources, elle va faire en sorte de plus en plus, comme on en parle pour l'électricité et l'eau, qu'on va être obligé à un moment de se rationaliser un petit peu ce qu'on fait et avec quoi on fait. Cet outillage qu'on emploie pour publier de l'application et tout ce qui va autour. Et donc, le fait de multiplier ces environnements, d'avoir de l'on-prem pour une entreprise, d'avoir du public cloud dans Azure, dans Amazon ou autre technologie, ça demande des compétences, ça demande des ressources qui sont chères aujourd'hui, qui peuvent être rares parce qu'il y a pénurie. Donc, à un moment donné, il peut être intéressant de consolider son savoir, ces technologies sur une plateforme portable d'autant plus, pour pouvoir justement absorber cette pénurie d'êtres humains qui sachent faire dans ces domaines aussi spécialisés dont on parle. Alors, tu parlais à un moment donné effectivement de contenu, de caching, et notamment du contenu média, avec les infras de Netflix, c'est ça, tu disais? Mais par contre, tu viens pas en remplacement d'un vrai CDN. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Nginx est un cache. La base d'un CDN, effectivement, c'est d'avoir quelque chose qui stocke les données. Donc, on va retrouver Nginx qui est réutilisé dans la plupart des offres CDN à travers le monde, vendues par d'autres fournisseurs. Ce qui va monter, en fait, pour monter sa propre offre de CDN, en fait, tout simplement avec Nginx, c'est toute l'intelligence derrière qu'on trouve dans une solution de CDN. La réécriture des pages pour orienter, en fait, typiquement sur le point de présence le plus proche, par exemple. C'est tout ce qui est le routage, en fait. C'est le routage et de trouver la bonne route pour faire très, très simple pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le principe du CDN. Donc, on rappelle que c'est le Content Delivery Network. En fait, c'est comment, d'un point A à un point B à un point C, on va trouver la meilleure route, la meilleure optimisation possible, sans que ce soit une ligne droite, d'ailleurs. Absolument. Après, si on a quelqu'un qui a un environnement avec une topologie de clients, de serveurs, effectivement, qui n'est pas éparpillé à travers le monde, qui est maîtrisable, rien ne lui empêche de créer effectivement son propre CDN à partir de la technologie Nginx. D'accord. Alors, quelle est un petit peu l'actualité? Donc là, on est en début septembre 2022. Quelles sont aujourd'hui les 2-3 fonctionnalités ou les 2-3 nouveautés clés qui ont été annoncées cette année ou ces dernières semaines, et à quoi on peut s'attendre par rapport à la roadmap, alors sans dévoiler la roadmap interne, mais
qu'est-ce qu'on sait déjà de la roadmap effectivement officielle et des prochaines versions? Alors aujourd'hui, on travaille en tout cas sur la partie Nginx Plus, qui est l'offre payante Nginx. On travaille beaucoup sur la partie sécurité. D'accord? Comme je le disais, F5, c'est une boîte de sécurité avant tout aujourd'hui. C'est là où on fait le gros de notre activité. Et on a envie de porter un maximum de fonctionnalités de nos offres traditionnelles sur Nginx. Pourquoi? Parce que la sécurité, on le sait, c'est le quotidien de tout le monde aujourd'hui. On parle de CVE dans tous les sens, de failles de sécurité, d'attaques de sécurité. Donc l'idée, c'était aussi la démarche de l'acquisition de Nginx Inc. par F5, c'est de pouvoir fournir au plus proche de l'application des composants de sécurité. C'est pour ça qu'on a porté notre WAF sur Nginx. D'accord. Et d'où aussi les fonctionnalités d'API Gateway, parce qu'en fait, ça fait partie de la sécurité. D'ailleurs, ce sera un des sujets qu'on va avoir dans leur série qui sort dans quelques jours, un 100% sécu, où effectivement, on montre l'importance de l'API Gateway, parce que je rappelle, pour ceux qui ne sont pas habitués aux API et à la sécurisation API, la Gateway permet de sécuriser en fait les tunnels de com inter-API ou API app, et ça, c'est vraiment essentiel. Absolument. Le fait est, c'est qu'on voit une prolifération des API aujourd'hui dans la façon dont on développe les applications. On s'en sert principalement, on va dire, à 3 niveaux. Faire du machine-machine, effectivement, je dois parler avec un tiers, externe, interne, peu importe, je vais utiliser une API. Tous les nouveaux frameworks, quand je dis nouveau, c'est il y a quelques années déjà, de modèles d'applications web côté client vont utiliser des API pour charger les pages dynamiquement et apporter justement ce look and feel dynamique dans le ressenti. Et puis, toutes les applications mobiles communiquent avec des API sur des back-ends pour échanger évidemment la donnée. Donc aujourd'hui, on a une prolifération de ces API, et c'est là un des premiers points importants à prendre en compte quand on commence à s'en préoccuper, c'est que on doit d'abord pouvoir les recenser, pouvoir les fronter avec quelque chose, donc une API Gateway par exemple, et ensuite apporter des couches de sécurité. Et il faut savoir que sur les plus gros pawns qu'il y a eu, les plus grosses failles de sécurité, quand on parle d'un Facebook, par exemple, ou quand on parle d'un Uber, il y a quelques années sur leurs API, c'était parce qu'ils avaient des différences entre des API, par exemple, prod, pré-prod, ou prod bêta, par exemple, avec des niveaux de fonctionnalité de service qui n'étaient pas identiques. Donc, quand on parle de prolifération, c'est qu'on s'en sert de plus en plus et on commence à perdre ce contrôle, parce qu'il y en a trop. Et chacun monte son API à droite, à gauche pour ses applications, pour ses services. Et donc, on a besoin effectivement d'apporter quelque chose qui permette de centralement contrôler l'intégralité de ces services, les recenser, puis ensuite apporter des vraies briques de sécurité dessus, authentification, rate limiting, protection applicative, etc. etc. D'accord. Alors, sur la roadmap, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire? Est-ce qu'il y a des mises à jour chaque trimestre ou c'est chaque mois? Ça se passe un petit peu à ce niveau-là. C'est quasiment chaque trimestre, effectivement, où on a des nouveaux packages applicatifs qui arrivent avec des nouvelles fonctions. Et puis ensuite, on a aussi des produits annexes. Et notamment, suite à l'acquisition, on a travaillé énormément sur la partie management d'Nginx. D'accord. Donc, on le disait, Nginx, c'est un serveur web qui est top. Ça peut faire de l'API Gateway, ça peut faire du WAF, du reverse proxy. Donc, on va se retrouver pareil avec avoir 10, 20, 30, 40, 50, 100 instances de Nginx. Alors, on sait qu'on a du CI/CD maintenant dans les environnements, on sait scripter, on sait piloter tout un tas d'environnements comme ça, les déployer rapidement. Par contre, on sait qu'on a aussi quand même besoin d'une glue pour avoir une visibilité simple, efficace, un contrôle rapide quand on a besoin pour gérer tous ces services. Donc, on a beaucoup travaillé sur la partie management plane, on va dire, contrôle, avec des produits comme le Nginx Controller, maintenant la nouvelle version qui est le Nginx Instant Manager, et notamment pour la partie API, on sort un module qui s'appelle API Connectivity Manager. L'idée, c'est de pouvoir fournir une solution de management centralisée à toutes ces solutions Nginx qui vont faire de l'API Gateway pour encore mieux avoir la visibilité sur ce qui se passe au sein de ces API, le contrôle qu'on peut apporter, les facilités de management. Et donc, c'est quoi en fait? Ça va être dans cette direction. C'est ça, c'est une sorte de console, mais par contre, ce n'est pas une console effectivement unifiée. Tu as une console par grande fonction, non? Alors, on unifie tout ça, ça veut dire qu'au sein d'Instant Manager, on va retrouver des modules dedans qui vont te permettre de manager la partie plus Web Server Load Balancer, plus API, plus sécurité. On pense ça avec notre vision entreprise de la chose, où on sait qu'il y a toujours des silos potentiellement dans l'entreprise, avec des domaines de responsabilité. C'est un fait avéré. Donc, on souhaite conserver effectivement une approche un petit peu verticale pour pouvoir faciliter
l'usage de cette solution de management, même si elle doit être partagée par des populations diverses et variées, par exemple. D'accord. Alors, tu nous as parlé donc que effectivement Nginx, il y avait deux grandes versions, la version effectivement totalement open source et la version offre plus entreprise et payant. C'est quoi quelles sont les deux, trois grandes différences que l'on a entre les deux? Est-ce que c'est juste une question de support ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités très avancées qu'on n'a pas dans la version purement open source? Alors, si on prend Nginx au moment de l'acquisition, il y avait assez peu de différence entre Nginx Plus, qui est la version payante, et Nginx, la version effectivement open source. On retrouvait des différences sur la partie monitoring, des fonctionnalités un petit peu plus avancées sur Nginx Plus en termes de monitoring, en termes de gestion du cache aussi, avec des API pour permettre par exemple de purger le cache, et quelques fonctionnalités sur la partie peut-être API Gateway, autorisation à base de tokens, pour faire un peu plus de contrôle. Après, effectivement, on a fait évoluer ça, comme je le disais, avec un module WAF payant qui vient remplacer le module Mode Security qui était présent, qui est un Web Application Non-Firewall qui vient de chez F5, hein, c'est notre moteur qu'on trouve sur les produits plus historiques qu'on a porté là-dessus. Et donc là, effectivement, ces grosses différences, elles vont être principalement ici sur, par exemple, aujourd'hui, la sécurité. Et comment je peux protéger mes applications que je déploie derrière une solution Nginx. Alors, on sait qu'aujourd'hui, et notamment dans toutes les solutions infra, à la grande mode en ce moment, et d'ailleurs avec raison, c'est la disponibilité de CLI. Est-ce que, pareil, on peut attaquer toutes les couches Nginx via une CLI ou pas du tout? Alors, c'est Nginx, c'est du bon vieux fichier de configuration aujourd'hui. D'accord. Dans sa forme traditionnelle. C'est du fichier de conf qui a l'air d'avoir satisfait tout le monde depuis la nuit de temps. Alors moi, je viens du monde réseau et sécurité. Effectivement, je parle CLI. Alors, je parle plus interface graphique maintenant, mais il y a 10 ans, on parlait très fortement CLI sur la plupart des technos auxquels on touchait. Alors, on a aujourd'hui pas vocation à repartir dans le monde de la CLI, puisqu'aujourd'hui, je pense que pour ce que j'ai pu en toucher et discuter avec les clients, le fichier texte de conf est facilement gérable, peut être aussi automatisé. Par contre, ce qu'on essaie de développer, nous, comme je le disais, c'est cette partie interface graphique, interface humaine, pour des besoins de dashboarding et de facilité d'administration, et toute la partie API également. Donc, c'est le gros développement en termes de management, c'est ça, une interface humaine, et développer les API qui n'étaient pas forcément beaucoup présentes dans le monde de Nginx, puisque certains canons du monde de l'orchestration aujourd'hui passent par l'utilisation, la consommation d'API. D'accord. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on constate vraiment que tous les principaux fournisseurs, notamment au niveau infra, repartent vraiment dans de la pure ligne de commande. On le voit avec Azure, on le voit avec effectivement WS et tout. Tout le monde a maintenant une CLI parce que tu as beaucoup d'admins qui veulent aller très vite, et c'est vrai que la CLI, dans ce cas-là, c'est l'idéal, en fait. Ouais, c'est pas faux. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être dans les années, je sais pas, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. Donc, à suivre, quoi. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est la partie API. L'idée, c'est de se dire, comme je le disais tout à l'heure en intro, on manque de personnes pour déployer, donc on doit trouver des moyens pour déployer de façon automatique. Mais l'automatisation, aujourd'hui, elle passe par l'API pour pouvoir scripter des templates qui vont pousser de l'infra, pousser du service dans tous les sens. Donc, c'est plutôt sur ça qu'on est aujourd'hui. D'accord. Et le cœur de l'outil, il est écrit en quoi aujourd'hui? De mémoire, il est en C, Nginx. D'accord. Il me semble. Okay. Très, très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, voilà. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que cette courte présentation vous a plu. Alors, évidemment, on reparlera de F5 et de Nginx dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur Programmer, à n'en pas douter. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, vous retrouverez cette émission Realize Note de Programmer sur notre chaîne YouTube et évidemment en podcast comme on le fait habituellement. En tout cas, Marno, un grand merci à toi. Merci François, bonne journée. Merci.